Très rapidement, les frictions au sommet de l'État se multiplient. Ce bicéphalisme ne peut pas durer. Surtout que le Premier ministre n'en fait qu'à sa tête et que ses sorties sont sans concession. Ce qui tranche un peu avec le style du président du CSP. En réalité, dans le gouvernement, la cohabitation devient de plus en plus explosive. On a d'un côté les officiers qui ont Jean-Baptiste Ouédraogo à la tête de l'État, qui rêvent de remettre le pouvoir à la vieille classe politique et de renvoyer les militaires dans leurs casernes. Et puis de l'autre, Thomas Sankara et ses amis, les commandants Jean-Baptiste Lingani, les capitaines Blaise Compaoré et Henri Zongo, bien déterminés non seulement à en finir avec ce vieux schéma politique, mais aussi à installer durablement l'armée au pouvoir. L'équilibre entre les deux tendances va très vite se transformer en confrontation. Attaquez-le. Mais la jeunesse, c'est également tous ceux qui sont prêts à prendre les fusils contre l'ennemi extérieur. Jeunesse voltaïque, si un jour ces mercenaires que nous attendons de pied ferme venaient ici, seriez-vous prêts à prendre les fusils? Seriez-vous prêts à combattre l'ennemi? Seriez-vous prêts à combattre les valets locaux de l'ennemi? Jeunesse voltaïque, c'est ça la mobilisation. La mobilisation, ce n'est pas coudre des uniformes et organiser des banquets. La mobilisation, c'est savoir combattre ses ennemis, c'est savoir les dénoncer, c'est savoir mourir pour une cause. Sankara, le rebelle, multiplie les actes et les symboles pour marquer sa différence. Comme lorsqu'il revient de mission en Libye en février 1983 et reverse à l'État ses indemnités qu'il avait reçues au départ parce que les Libyens ont pris totalement en charge son séjour. Un signal fort qui naturellement suscite de vives réactions. Mais ce n'est qu'un détail, puisque le capitaine, Premier ministre, le PM ou le peuple, comme l'appellent amicalement les jeunes, a repris ces thèmes de prédilection qu'il martèle à chacun de ses discours. Justice sociale, intégrité, austérité, moralisation de la chose publique. Il milite ouvertement pour une démocratie directe, avec des mots qui laissent clairement imaginer son modèle de gouvernement, le socialisme. Il est obsédé par la nécessité d'assainir la chose publique. Dans toutes ses déclarations, il n'est question que de chasser de l'administration et de l'armée, je cite, les fonctionnaires et les militaires pourris. Il va pousser son engagement un peu plus loin encore en créant à la radio une émission, en direct avec le CSP. Émission au cours de laquelle, tous les mardis soirs, les auditeurs peuvent interpeller personnellement les dirigeants, ministres, officiers et hauts fonctionnaires présents. Les vieux barons de la scène politique voltaïque sont ses cibles. Vos ennemis, ce sont les féodaux, les chefs coutumiers, les chefs qui n'ont pas compris que le peuple n'est pas une vache qu'il faut traire. Les chefs qui n'ont pas compris, les chefs qui n'ont pas compris que le peuple n'est pas un esclave qu'il faut mener comme un mouton. Ces chefs-là, à partir d'aujourd'hui, n'ont plus leur place à Haute-Volta. Il va jusqu'à s'attaquer aux chefs religieux et coutumiers. Ainsi, il coupe l'approvisionnement en électricité du jeune Moro Naba Baongo, qui vient de succéder à son père, puisqu'ils n'ont pas payé leurs factures depuis des années. On ne sait plus qui est le chef de l'État, tant Thomas Sankara est omniprésent et décide de tout. Le président Jean-Baptiste Ouédraogo est obligé de le rappeler à l'ordre le 26 mars 1983 au cours d'un meeting. Il n'est pas question d'imposer une idéologie ou un modèle de société. Fin de citation. Thomas Sankara n'en fait qu'à sa tête. Il faut dire qu'il n'a pour le président que très peu de considération. Il a du mal à le percevoir comme le patron. Lui qui, la veille du putsch qui va l'installer aux affaires, ne savait même pas tirer, précise-t-il en privé, racontant au passage comment il lui avait appris à ce moment-là comment tenir son pistolet. Je vous quitte en vous disant tout simplement à bientôt, à très bientôt, et pour toujours. Vive la jeunesse mobilisée. CSP et peuple, même combat. Merci. 30 avril 1983. De retour d'un voyage en Afrique de l'Ouest, le colonel Muammar Kadhafi effectue une escale à Ouagadougou. Une visite surprise organisée par le Premier ministre à l'insu du chef de l'État. Un personnage aussi justement atypique d'ailleurs.
Kadhafi qui demande avec son avion, qui dit, lui va venir ici, il va atterrir là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Le chef de l'État dit qu'il a été pris de court, sûrement, mais sinon, ça n'a pas été une affaire fomentée entre Kadhafi et Thomas Sankara. Quoi qu'il en soit, ce 30 avril 1983, pour Jean-Baptiste Ouédraogo, la coupe est pleine. Et elle va déborder 15 jours plus tard, lorsqu'ils organisent conjointement, le 15 mai 1983, à Bobo-Dioulasso, un meeting où Thomas Sankara, qui s'en prend durement à la vieille classe politique et au néocolonialisme, est ovationné par le public. Lorsqu'il prend la parole à son tour, c'est le silence. Une bonne partie de l'assistance va même se retirer. C'en est trop pour le président, mais également pour quelques officiers qui n'en peuvent plus de cette diarchie et de cette chienlit à la tête de l'État, pour reprendre l'expression du général de Gaulle. Les autres prennent les devants, à l'insu et sans Jean-Baptiste. Le chef d'état-major, Yorin et compagnie, il estime que la récréation, l'aventure a assez duré, il faut mettre fin à la récréation. Le 17 mai, au petit matin, la résidence de Thomas Sankara est encerclée par les blindés de son ancien condisciple de Madagascar, le capitaine Jean-Claude Kambwele. Thomas appelle Jean-Baptiste en disant, Premier ministre, les chars ont cerné ma maison. Jean-Baptiste qui lui dit, les chars ont également cerné ma maison. C'est l'impasse à Ouagadougou ce 17 mai. Pendant quelques heures, on ne sait pas exactement qui contrôle et qui arrête qui. Jean-Baptiste Ouédraogo ne sait pas non plus s'il va être arrêté. Finalement, il ne savait pas si on allait l'arrêter, si on n'allait pas l'arrêter. Et je crois que les instructions sont venues disant, on le laisse continuer pour qu'il amène un processus normal. On arrête donc Thomas, on arrête. Je suppose qu'il a dû se réunir, il a dû se voir avec d'autres officiers. Mais en tant que chef d'état-major, il a pris l'initiative. C'est lui qui était au devant. Et il y a certains jeunes officiers, par exemple, le commandant des chars, qui étaient avec l'aile gauche, mais qui ne comprenaient pas grand-chose du point de vue politique. Que le chef d'état-major a manipulé sur la base ethnique, ils étaient de la même ethnie. Et c'est ainsi que ces chars ont entouré chez Thomas et chez Jean-Baptiste. Finalement, on décide d'arrêter que l'aile gauche. Thomas est arrêté, Jean-Baptiste Lengani est arrêté, Henri Zongo est arrêté. Le Premier ministre Thomas Sankara est accusé de menacer l'unité nationale. Il est évidemment aussitôt exclu du Conseil du salut du peuple. Jean-Baptiste Lengani, son autre ami, est lui aussi arrêté. Henri Zongo s'est lui retranché dans le camp Guillaume Ouédraogo, en plein centre de Ouagadougou. Mais par peur d'embrasement et d'implications sous-régionales, par peur de voir intervenir l'armée ivoirienne et les forces des pays voisins en cas d'affrontement avec les armes livrées par la Libye, surtout que la veille, hasard de calendrier ou pression de Paris, Guy Pen, le conseiller du président français pour les affaires africaines, est arrivé à Ouagadougou et en est reparti en annonçant une aide spéciale de 21 milliards de francs CFA, perçue un peu par certains comme une récompense pour l'éviction du remuant Premier ministre. Thomas Sankara va donc envoyer à son ami un message dans lequel il lui conseille de se rendre sans résistance. Henri Zongo se rend donc à son tour et est transféré au camp militaire de Waïgouya, aux confins nord-ouest du pays. Le seul qui n'a pas été pris et qui a réussi à s'échapper de la capitale est le capitaine Blaise Compaoré. Il rejoint les paracommandos de Pau, ceux qui lui sont fidèles. C'est de là qu'il va entrer à rébellion ouverte avec Ouagadougou. Il est plutôt bien soutenu dans cette région inexpugnable, défendue par une unité d'élite totalement fidèle à ceux qui l'ont formé. Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Il y a des organisations civiles qui, à partir du 17 mai, ont pris fait et cause pour Blaise, ou du moins les militaires de Pau, l'aile gauche de l'armée, qui représentaient ce qu'on dit dans notre jargon de l'époque, le progrès, l'anti-impérialisme. Et il y a beaucoup de syndicalistes, de militants de partis de gauche qui sont retrouvés à Pau pour se former militairement et prendre d'assaut la citadelle réactionnaire, comme on l'appelait, qui était Ouagadougou. Cette résistance, qui refuse toutes les propositions que lui fait le pouvoir, qui n'a pas les moyens d'attaquer Pau, va bénéficier d'une circonstance exceptionnelle. Les marxistes et léninistes de tous bords descendent dans les rues de Ouagadougou pour réclamer la libération de Thomas Sankara. Sous cette pression coordonnée,
Jean-Baptiste Ouédraogo cède et ramène Thomas Sankara à Ouagadougou. Il est libre. En résidence surveillée certes, mais libre. Erreur du pouvoir, puisque le capitaine n'a pas renoncé à son projet et de sa résidence, il coordonne tout, militaires et civils. Prêts à reprendre le combat, la tension est à son comble dans le pays et chacun fait valoir son point de vue à travers différents organes politiques et syndicats. Il y a eu ce qui était inédit en Afrique. Les anticommunistes ont circulé dans la rue ici avec des pancartes dénonçant le communisme. Et les pro-communistes ont défilé également avec des pancartes défendant le communisme. C'est inédit. 1er août 1983. Tout d'un coup, Ouagadougou est aveugle et muette. Panne générale d'électricité et panne générale de téléphone. On met naturellement cet incident sur le compte des orages de cette période d'hivernage. Mais en réalité, il s'agit d'une répétition générale. Les choses s'accélèrent d'un coup le 3 août en fin de journée, lorsque le président Jean-Baptiste Ouédraogo convoque Thomas Sankara. Le 5 août, c'est l'indépendance de la Haute-Volta. Le 4 août, donc, il y a le discours du président. Et le 4 août, nous avions décidé de monter sur Ouagadougou le 4 août. Nous étions à Ouaga, Blaise était à Pau. À Ouaga, je me souviens, le 4 août, vers 19h, on était chez Sankara. Il n'était pas là, on était chez Sankara. Et on dévisait tant de choses. Sankara avait été appelé par le président de l'époque, Jean-Baptiste Ouédraogo, qui lui demandait, qui disait que maintenant il sait que Sankara a un groupe et qu'il demande à ce groupe de faire des propositions. Donc, Sankara est revenu vers nous avec le message, donc chez lui, avec le message du président Jean-Baptiste Ouédraogo. Et pendant qu'on en parlait, on a entendu pam pam. Ah, on s'est dit, ah, le type il est là. Donc, c'est Blaise qui arrivait sur Ouagadougou comme prévu. Thomas Sankara va alors dépêcher un messager pour demander à Blaise de surseoir, d'arrêter l'opération, parce qu'un dialogue est ouvert avec Jean-Baptiste Ouédraogo. Et nous avons rejoint Blaise en rase campagne, nous sommes arrivés ensemble. Nous avons pris la radio ensemble. Nous avons laissé Blaise Compaoré à la radio. Nous avons continué au domicile du président Ouédraogo Jean-Baptiste qui a eu la vie sauve. Parce que Thomas et moi, avec les soldats, nous sommes arrivés. On était en train de canarder sérieusement son domicile. C'est nous qui avons dit halte au feu. Nous avons dit au président, ne craignez rien, vous êtes libre. Tard cette nuit, alors que règne encore une certaine confusion et que la population, devant le bruit des armes, est malgré tout descendue en masse dans la rue, on ne sait pas encore qui sera le nouvel homme fort du pays. Ouagadougou est à nouveau muette et aveugle, puisqu'encore une fois, les communications et l'électricité ont été coupées. C'est donc dans une grande confusion que les Ouagalais vont se coucher en cette veille de la fête d'indépendance. Ils savent qu'ils vivent là un autre putsch.